Bonjour à tous. Donc, c'est un peu nouveau pour moi, et comme d'autres probablement, faire un enseignement comme ça à distance. C'est toujours évidemment plus interactif en présentiel. Donc, je suis cardiopédiatre au CHU de Toulouse où nous avons un centre de référence pour le syndrome de Marfan. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome de Marfan et des syndromes apparentés chez l'enfant. Les maladies héréditaires du tissu conjonctif regroupent un ensemble de maladies vasculaires rares qui ont en commun une atteinte de la matrice extracellulaire à l'origine d'une atteinte artérielle, qui est responsable du pronostic de l'affection, puisque le risque principal, c'est la dissection aortique. Et les principales pathologies qui s'expriment chez l'enfant et dont on va parler, c'est le syndrome de Marfan et les syndromes apparentés comme le syndrome de l'AS10. Alors Marfan, c'était un Occitan, il est né à Castelnaudary, il a fait ses études de médecine à Toulouse et ça a été un des maîtres de la pédiatrie. Il était bien sûr ensuite parisien toute sa carrière et il a décrit, entre autres, à la fin, il a décrit beaucoup d'innovations en fait, notamment en pédiatrie, mais il a décrit à la fin du 19e siècle le cas de Gabrielle que vous avez en haut à droite, une enfant de 5 ans qui présentait une déformation congénitale des quatre membres plus prononcée aux extrémités, c'est le terme de son article, caractérisée par l'allongement des os avec un certain degré d'amincissement. Cette première publication de ce qu'il appellera la dolichosténomélie préfigurait la maladie à laquelle il allait donner son nom. Il semblerait que paradoxalement, la jeune Gabrielle n'aurait pas un syndrome de Marfan au sens où on le décrit aujourd'hui, mais souffrait d'arachnodactylie contracturante ou syndrome de Beals, proche du syndrome de Marfan, mais qui est différencié essentiellement par la génétique, puisqu'il s'agit d'une mutation sur le gène FBN2, la fibrilline 2, plutôt que la fibrilline 1, et il n'a probablement pas le même risque d'atteinte cardiovasculaire. D'ailleurs, la jeune Gabrielle est morte de tuberculose et pas de problème cardiaque. Et donc, le syndrome de Marfan, c'est une pathologie à transmission autosomique dominante dont la prévalence, voyez, est de 1 sur 5000 naissances. On estime à environ 12 000 patients Marfan en France, qui est en rapport dans 90% des cas avec une mutation dans le gène FBN1 qui code pour une protéine de la matrice extracellulaire, la fibrilline type 1. Dans 25% des cas, il s'agit d'une forme sporadique ou une néomutation, alors que dans les autres cas, il s'agit de formes familiales. La pénétrance est élevée, mais le phénotype est variable, évolue avec l'âge et explique, on verra, les difficultés que l'on peut avoir en âge pédiatrique. C'est une affection qui est caractérisée par des signes squelettiques, on voit scoliose, l'atteinte ophtalmologique, la luxation du cristallin, et l'atteinte donc cardiovasculaire avec l'anévrisme aortique, mais aussi cutanée et pulmonaire. Et donc, on peut dire que c'est une atteinte multisystémique dont l'atteinte cardiovasculaire conditionne le pronostic avec ce risque qui est élevé, notamment sans mesure de prévention, de dissection aortique. Alors, une forme rare et sévère de syndrome de Marfan est cette forme dite néonatale, qui est considérée comme la forme extrême du spectre du syndrome de Marfan, avec des signes cliniques classiques précoces, avec des contractures articulaires en flexion, avec cette dysmorphie faciale, ces oreilles mal ourlées, une peau fripée, redondante, qui se donne cet aspect sénile, et surtout une atteinte cardiovasculaire sévère, avec une atteinte des valves, valves mitrales, valves tricuspides, avec des prolapsus sévères qui sont responsables de l'insuffisance cardiaque précoce que l'on peut observer chez ces patients. Dans la majorité des cas, dans 95% des cas, il s'agit de mutations de novo sur des gènes assez spécifiques, sur les exons 24 à 32 du gène FBN1. Et c'est des patients qui, dans au moins 80% des cas, décèdent d'insuffisance cardiaque liée à l'insuffisance valvulaire avant l'âge de 1 an.
avec des facteurs de mauvais pronostic qui sont évidemment l'importance de l'insuffisance valvulaire, l'existence d'une hernie diaphragmatique et la mutation sur les exons 25 à 26. À Toulouse, on avait un seul patient qui est arrivé à l'âge adulte, à 19 ans, moyennant plusieurs chirurgies de remplacement de l'aorte ascendante, de remplacement de la valve mitrale par une valve mécanique, par des interventions orthopédiques, puis finalement une dissection, et puis un décès à 19 ans. C'était un des seuls dits marfants néonataux qui avait survécu aussi longtemps. Donc, c'est vraiment une pathologie de très mauvais pronostic, mais qui n'est pas familiale, donc il y a peu de risque de récidiver dans la même famille. La définition du syndrome de Marfan a évolué au cours du temps. On parlait de la définition par rapport à l'enfant Gabriel qui a décrit Marfan. Et aujourd'hui, le diagnostic du syndrome de Marfan est fondé sur les antécédents familiaux et les signes cliniques. Les derniers critères de diagnostic internationaux selon Gant 2010, qui révisait donc les critères de Gant de 1996, donnent toujours une place centrale à l'atteinte cardiovasculaire et à l'atteinte ophtalmologique, notamment l'ectopie du cristallin. Les autres manifestations contribuent à un score systémique, c'est la liste des signes que vous avez là sur la droite, et qui permettent de définir un diagnostic selon la présence ou l'absence de signes cardinaux et d'une mutation FBN1. Le score systémique associe donc des signes squelettiques, par exemple le pectus, qui donne 2 points, le signe du poignet et du pouce, ça donne 3 points, l'ectasie durale, 2 points, mais aussi le prolapsus mitral qui donne 1 point. Et si on a plus de 7 à ce score, on dit qu'on a une atteinte systémique. Le diagnostic de syndrome de Marfan peut être porté en l'absence d'histoire familiale si on a une aorte dilatée et un des critères suivants, mutation FBN1, luxation du cristallin ou systémique supérieur à 7. S'il existe une histoire familiale de syndrome de Marfan, il suffit d'un critère, dilatation aortique, luxation du cristallin ou score systémique supérieur à 7 pour parler de syndrome de Marfan. Alors, dans le syndrome de Marfan, l'atteinte squelettique rapidement associe une dolécosténomélie, qui est définie par un rapport envergure sur taille supérieur à 1,05 ou segment supérieur sur segment inférieur à 0,86. Un pectus carinatum ou excavatum, donc tous ces signes sont liés à une croissance excessive des os longs, une scoliose, des pieds plats, une protrusion acétabulaire, et enfin des signes qui produisent une hyperlaxité ligamentaire, une arachnodactylie, une hypermobilité articulaire définie par le signe du pouce ou le signe du poignet. Donc les signes dits squelettiques liés à la croissance excessive des os longs. La difficulté du diagnostic chez l'enfant vient du fait que beaucoup de ces signes sont évolutifs et donc chez l'enfant, certains signes ne sont pas présents ou peu présents, et enfin un certain nombre de ces signes ne sont pas très spécifiques du syndrome de Marfan, par exemple la déformation thoracique, la scoliose, les pieds plats, l'hyperlaxité, bien sûr la grande taille ne sont pas très spécifiques puisque chez des patients non Marfan, on peut retrouver ces signes. Enfin, ces signes évoluent avec l'âge. Par exemple, la scoliose est présente chez 16% des enfants avant 6 ans, 59% après 15 ans. La déformation thoracique chez 43% avant 6 ans, 62% après 15 ans. Par contre, des signes comme la luxation du cristallin sont souvent vus précocement, est assez spécifique et n'évoluent pas tellement avec l'âge, et on retrouve ce signe dans 50 à 60% des cas. Donc, 2 problèmes, une variabilité des signes, tous les patients n'ont pas l'ensemble des signes, certains signes ne sont pas spécifiques, et enfin, ces signes évoluent avec l'âge, et donc chez l'enfant petit, on peut avoir des difficultés à faire le diagnostic.
À côté du syndrome de Marfan classique lié à une mutation FBN1, existent des formes dites apparentées, et en particulier donc des formes d'orthopathie parfois sévères, syndromiques, comme le syndrome de l'US10, qui correspond au spectre clinique des mutations des gènes TGF-bêta R1 et R2, et qui associe à la fois des signes crânio-faciaux comme un hypertélorisme, qui est un signe assez souvent présent, une luette bifide ou une fente palatine, qui sont des signes aussi assez spécifiques, et dans les formes plus sévères, une craniosténose. Les signes squelettiques, globalement, sont plus frustres que dans le syndrome de Marfan. On a moins de grande taille, on a moins de déformations thoraciques, par exemple, mais on peut avoir un pied beau, une malformation, une instabilité cervicale, des signes cutanés avec une peau fine, translucide, avec une circulation veineuse visible sur le thorax, ce qu'on voit aussi dans le syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire. Et enfin, les signes cardiovasculaires qui peuvent donner, comme dans toutes ces pathologies-là, un anévrisme de l'aorte, mais également des anévrismes des autres branches de l'aorte, y compris à destinée cérébrale, et des tortuosités de l'aorte et des vaisseaux à destinée cérébrale, qui seraient, quand elles sont présentes, des facteurs de moins bon pronostic. Enfin, on a plus facilement des cardiopathies congénitales associées au syndrome de l'US10, notamment en dehors de la bicuspidie aortique, qui est plus fréquente que dans la population générale, des shunts comme persistance du canal artériel, des shunts auriculaires. Sur le plan génétique, on l'a dit, donc, ce sont des pathologies liées à des mutations sur la voie du TGF-bêta, donc mutations sur les récepteurs TGF-bêta R1 et R2. Une autre pathologie qui est aussi maintenant classée par certains comme syndrome de l'US10 de type 3, les deux précédents étant classés en syndrome de l'US10 de type 1 et 2, sont les variants en SMAD3, qui associent aussi un hypertélorisme, une luette bifide ou une fente palatine, mais qui ont des particularités, notamment avec une atteinte articulaire précoce, avec des signes comme une ostéoarthrite, une dégénérescence des disques intervertébraux, des anomalies des ménisques. L'atteinte cardiovasculaire est fréquente, elle vient d'être répertoriée par notre interne de génétique dans une publication récente, avec des anévrismes aortiques dans 55% des cas, mais aussi des anévrismes d'autres vaisseaux, comme les artères à destinée cérébrale, dans 20% des cas, des tortuosités artérielles, dans 20 à 40% des cas, et plus rarement, comme dans l'ensemble des syndromes de l'US10, une atteinte mitrale. Un petit tableau comparatif un petit peu des différentes pathologies des tissus conjonctifs dont on parle. Vous voyez que par exemple, je ne vous en ai pas parlé dans les syndromes de l'US10, mais il n'y a pas d'atteinte ophtalmologique. Donc l'ectopie du cristallin est assez spécifique de la mutation FBN1, alors que dans le syndrome de Marfan classique, il n'y a pas de forme palatine ou de luette bifide, ni d'hypertélorisme, ni de craniosténose. Les signes squelettiques sont souvent plus frustres dans les syndromes de l'US10. Les tortuosités artérielles sont assez spécifiques du syndrome de l'US10. Les formes seraient plus agressives sur le plan vasculaire, avec des dissections aortiques pour des diamètres plus bas que dans le syndrome de Marfan. La bicuspidie n'est pas plus fréquente dans le syndrome de Marfan. Par contre, elle serait plus fréquente dans le syndrome de l'US10, et l'insuffisance mitrale serait plus fréquente dans le syndrome de Marfan. Et aujourd'hui, en fait, quand on suspecte ce type de pathologie, on a un bilan avec des puces qui permettent de tester plus de 30 gènes, 35 gènes dans notre utilisation actuelle, pour rechercher le gène à l'origine de cette pathologie. Et donc, ces gènes incluent notamment le gène FBN1, mais aussi SMAD3, la voie du TGF-bêta, ACTA2, le collagène 3, syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire, un ensemble de pathologies qui peut être orienté par la clinique. Par exemple, on l'a dit, le Marfan classique squelettique avec luxation du cristallin habituellement est lié à une mutation FBN1.
le syndrome de Loeys-Dietz de type squelettique avec une craniosténose et une luette bifide, donc plutôt en faveur d'une mutation sur la voie du TGF-bêta. La peau fine translucide avec des ecchymoses faciles, des cicatrices atrophiques sont plutôt en faveur aussi de la voie du TGF-bêta, mais aussi du syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire. On peut également voir des ruptures utérines ou digestives dans le syndrome de Loeys-Dietz, mais aussi dans le syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire. Enfin, on peut avoir un canal artériel persistant associé à ces signes cardiovasculaires dans les mutations ACTA2 notamment, ou les mutations de la myosine 11. Enfin, on peut avoir dans les mutations ACTA2 des pathologies de type Moya-Moya-like avec une hypertension artérielle. Donc, il est toujours intéressant d'orienter quand même le généticien, même si on a des puces finalement qui détectent aujourd'hui beaucoup de pathologies que l'on apprend à connaître, hein, parce que certaines sont quand même extrêmement rares. Alors, ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Récemment, on a participé à un PHRC, un protocole de recherche clinique, pour rechercher les gènes et les mécanismes pathogéniques associés aux formes familiales d'anévrisme de l'aorte thoracique. Il s'agit bien là de formes non syndromiques, hein, donc de patients qui ont un anévrisme de l'aorte ou qui ont eu une dissection aortique et qui n'ont pas l'ensemble des signes dont on vient de parler. Et ce qui est intéressant, c'est que cette étude a montré un variant pathogène dans près d'un tiers des cas avec un anévrisme de l'aorte ascendante non syndromique, soit de classe 4 ou 5, c'est-à-dire a priori pathogène, ou un variant de classe 3, donc une variante de signification inconnue. Et quand on regarde la répartition de ces gènes, en tout cas les variants de classe 4 ou 5, donc probablement pathogènes, on trouve une majorité de variants FBN1 ou SMAD3. Donc, cette étude incite à une stratégie de diagnostic moléculaire standardisée, c'est-à-dire de quand même faire de la génétique chez des patients jeunes, moins de 45 ans, ou dans les formes familiales d'anévrisme aortique, même s'il n'y a pas de signes associés, si ce ne sont pas des signes, s'il n'y a pas une atteinte syndromique. Par exemple, un patient qui a une dissection aortique sans explication à 30 ans, eh bien, on va lui faire de la génétique parce qu'on peut trouver une mutation, ou un variant en tout cas, dans FBN1 ou SMA3 qui peut être intéressant pour l'étude familiale. Alors, dans le syndrome de Marfan, donc ce qui nous intéresse et ce qui fait le pronostic, c'est l'atteinte aortique. Donc, selon la définition de Gant, l'atteinte aortique est définie par une dissection aortique ou un anévrisme de l'aorte ascendante. C'est un des signes cardinaux du diagnostic et ça conditionne le pronostic. L'atteinte histologique commune au syndrome de Marfan, mais aux formes syndromiques et non syndromiques, y compris la bicuspidie, est liée à une dégénérescence mucoïde avec des vacuoles extracellulaires en rapport avec l'apoptose des cellules musculaires lisses, une fragmentation des lames élastiques et une hétérogénéité de répartition des fibres d'élastique et le collagène. La dégradation de la matrice fibrillaire est liée à l'action de protéinases, les métalloprotéinases. Même s'il existe une forte variabilité dans le syndrome de Marfan et les syndromes apparentés, la vitesse de croissance du diamètre aortique, sur le schéma du bas, est nettement supérieure à la vitesse de croissance des aortes de sujets sains, puisqu'en moyenne, l'évolution est de 1 mm par an, contre 10 fois moins, 0,1 mm chez les sujets sains. Dans une étude récente, conduite par Rémi Vincent, qui est actuellement assistant à Montpellier, nous n'avons pas montré de différence significative de la vitesse de croissance en fonction du génotype, en cas de mutation FBN1 ou dans les syndromes apparentés. Alors, le gène FBN1, découvert dans les années 90 sur le chromosome 15, code pour la protéine fibrilline FBN1, qui est un constituant majeur des microfibrilles. Donc, la fibrilline 1, c'est une glycoprotéine ubiquitaire. Les monomères de fibrilline 1 s'associent en complexe extracellulaire et assurent l'intégrité et l'équilibre du tissu élastique.
À côté du rôle structurel au sein des microfibrilles, la fibrilline 1 a une interaction avec la voie du TGF-bêta, donc elle a un rôle fonctionnel. La TGF-bêta, c'est une cytokine qui est synthétisée par les cellules musculaires lisses, normalement qui est stockée dans les microfibrilles, notamment la fibrilline 1, et sa libération est permise par un processus protéolytique. Et en cas de mutation sur le gène FBN1 ou sur la voie du TGF-bêta, on aura un excès une modification des interactions sur la voie du TGF-bêta, à l'origine des atteintes à la fois cardiologiques, mais aussi extracardiologiques. Donc le TGF-bêta joue un rôle crucial dans les atteintes, dans l'atteinte aortique et notamment dans les mécanismes de réparation de la dilatation aortique naturelle de l'aorte. Et des études sur des modèles animaux, notamment chez la souris Marfan, ont montré que les microfibrilles régulaient la libération et l'activation du TGF-bêta. Dans le syndrome de Loeys-Dietz, par exemple, les mutations identifiées entraînent, eux, une perte de fonction du gène incriminé qui aboutissent à un défaut de transmission du signal par cette voie de signalisation. Cependant, on a plutôt observé un excès d'activation de TGF-bêta au niveau de l'aorte ascendante, sous la forme d'augmentation notamment de SMAD2. Il apparaît donc que des mécanismes d'activation de la voie du TGF-bêta se mettent en place par des voies alternes afin qu'une réparation incomplète de l'aorte ait lieu. Ça aboutit à une augmentation de la biodisponibilité du TGF-bêta qui active l'action des métalloprotéinases spécifiques, et c'est cette activation qui conduit à la nécrose médiakystique, qui est associée au niveau de la média, on l'a vu, une perte des cellules musculaires lisses, une fragmentation, une diminution des fibres élastiques, et enfin l'accumulation d'une substance amorphe basophile qui donne l'aspect pseudokystique. Alors, pour aller plus sur la clinique, comment on fait le diagnostic de syndrome de Marfan, on l'a vu que cela est plus difficile puisque les signes sont souvent incomplets, en particulier les signes squelettiques. Chez l'enfant, le diagnostic peut être fait parce qu'il existe des antécédents familiaux, parce qu'on a des signes squelettiques ou ophtalmologiques, une luxation du cristallin évocateur, ou plus rarement, comme ici, de façon fortuite lors d'un bilan cardiologique. Donc cet enfant, Elsa, de 6 ans, est vu en raison d'un souffle systolique. On retient dans les antécédents une histoire de prolapsus valvulaire mitral familial. On note qu'elle a une grande taille, un Z-score de la taille à +3, elle a le signe du poignet. Donc, si on regarde comme ça, elle n'a pas les signes squelettiques de syndrome de Marfan. Mais quand on fait l'échographie, on note une ballonisation mitrale. Alors, est-ce que ça va bouger? Ça n'avance pas, on le verra un peu plus loin. Et on cherche à mesurer en tout cas son aorte ascendante. Les dimensions aortiques sont prises de façon standardisée en coupe parasternale long axe en fin de diastole, parallèlement au plan valvulaire aortique. Et les mesures au niveau du sinus de Valsalva sont prises du bord d'attaque. Au bord d'attaque, la paroi antérieure fait partie du diamètre mesuré. Les mesures ainsi réalisées sont exprimées en Z-score en utilisant des tables adaptées. Chez l'enfant, on utilise la table de Gautier, publiée en 2010 pour les jeunes de moins de 18 ans. Ici, l'aorte a été mesurée à 30 mm et quand on la rapporte à la surface corporelle, le Z-score est à +3, donc traduit une dilatation significative qui permet d'avoir un critère majeur en faveur du syndrome de Marfan. Alors, comment aller plus loin pour confirmer le syndrome, le diagnostic? Cet enfant n'a pas tous les signes squelettiques, elle n'a pas de luxation du cristallin, donc évidemment, on va voir la famille et on va voir notamment sa maman qui a 31 ans, qui est suivie par un cardiologue pour un prolapsus mitral familial. Elle a une grande taille, elle mesure 1,80 m.
On a la notion d'une scoliose de 20 degrés. On apprend qu'elle est enceinte, elle est à 24 semaines de grossesse. Et évidemment, on est très inquiet de constater qu'elle a une aorte franchement dilatée, hein, puisque là, son aorte est mesurée à 46 mm. On est deuxième trimestre de grossesse. Donc, évidemment, il existe une dilatation aortique familiale avec un prolapsus mitral, avec quelques signes squelettiques. Et donc, c'est tout à fait évocateur d'un syndrome de Marfan, comme le confirmera la génétique hein, ultérieurement après la grossesse avec une mutation FBN1. Bien sûr, ça nous a beaucoup inquiétés pendant la grossesse. La patiente a été hospitalisée en fin de grossesse. Elle a été opérée à un mois de vie de son anévrisme de l'aorte ascendante. Mais cette observation illustre le fait que beaucoup de patients avec syndrome de Marfan ne sont probablement pas dépistés parce qu'ils ont des signes squelettiques frustres chez l'enfant jeune, mais parfois chez l'adulte, alors que potentiellement ils sont à risque de dissection aortique, en particulier pendant la grossesse, comme chez cette patiente. Alors, quelles sont les manifestations finalement cardiaques des enfants avec syndrome de Marfan? Vous voyez que la dilatation aortique est fréquente, hein, puisqu'à moins de 18 ans, on a entre 60 et 77%. La dernière étude qu'on a faite et qui a été écrite par Sébastien Asquette sur l'ensemble des patients de la cohorte nationale, c'était 77% des jeunes de moins de 18 ans avaient une aorte dilatée et un tiers avec un Z-score de l'aorte supérieur à plus 3. Cette cohorte de patients a été suivie hein, pendant plusieurs années et on observait donc une évolution du diamètre aortique d'en moyenne 1 mm par an. Donc, dans les études, c'est 0,5 à 1,4 mm par an, c'est en gros 10 fois la normale. On trouve assez fréquemment un prolapsus mitral avec une fuite mitrale significative dans 20% des cas. Pourtant, la chirurgie, notamment mitrale chez l'enfant, est assez rare. On trouve des prolapsus tricuspidiens. Les événements aortiques chez l'enfant, à moins de 18 ans, sont rares, c'est 8% des cas, 2,4% avant l'âge de 15 ans. Et il s'agit essentiellement de chirurgie aortique prophylactique, c'est-à-dire de jeunes qu'on opère parce qu'ils ont des dimensions aortiques qui sont déjà importantes, hein, avec des dilatations entre 45 et 50 mm, alors que les dissections aortiques sont quand même très rares. Ça correspond à moins de 1% des patients de moins de 15 ans. On voit bien quand même sur la courbe de survie que c'est à partir de 15 ans, surtout, que l'on voit apparaître des événements. Bien sûr, ces événements, comme la dilatation de l'aortique, les dissections aortiques, apparaissent avec le temps et donc il faut maintenir la pression et la surveillance toute la vie de ces patients. Alors, quelle prévention cardiovasculaire chez l'enfant? Donc, vous voyez l'importance de débuter précocement cette surveillance, hein, puisque à 15 ans, on peut déjà avoir des événements, au moins, en tout cas fréquemment, une dilatation de l'aorte. C'est déjà de dépister les patients, de dépister la famille au sein des familles concernées, même si les signes cliniques, notamment squelettiques, sont limités. Il s'agit de suivre ces patients régulièrement, les patients avec syndrome de Marfan, au moins une fois par an, par échographie cardiaque. On propose au moins une fois dans l'enfance, avant l'âge adulte en général, une imagerie plus complète de l'aorte par un scanner ou une IRM thoraco-abdominale qui permet de valider les diamètres aortiques si l'aorte est dilatée, mais parfois de retrouver des anévrismes périphériques. Une étude récente là, qui est pas encore publiée montre que dans un peu moins de 10% des cas, on a des anévrismes périphériques. Enfin, c'est également, oui, alors ça c'est pour les mutations FBN1, pour les mutations type SMAD3 ou syndrome de Loeys-Dietz, les GF-bêta, on fait une imagerie qui est plus complète, qui va des fémorales pratiquement aux artères cérébrales, puisqu'on peut avoir des anévrismes périphériques, notamment cérébraux, qu'il faut dépister par des angio-IRM cérébrales en complément de l'imagerie thoraco-abdominale et pelvienne. L'autre moyen de prévention, c'est l'adaptation du mode de vie et les traitements préventifs. L'adaptation du mode de vie, c'est en particulier les activités physiques et sportives, on y reviendra. C'est un traitement préventif. Aujourd'hui, le seul traitement validé
ce sont les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants dès le diagnostic, en général à partir de l'âge de 4-5 ans, on met les enfants avec mutation FBN1 ou les mutations du syndrome de Loeys-Dietz sous bêta-bloquants. Et enfin, la chirurgie prophylactique, c'est-à-dire que dès qu'on atteint les diamètres qui sont potentiellement dangereux, où finalement le risque d'opérer les enfants est moins important que le risque spontané de dissection aortique, explique donc les quelques pourcents de jeunes chez qui on va opérer l'aorte en âge pédiatrique. Alors le traitement bêta-bloquant, je l'ai dit, est le traitement actuellement considéré comme de référence de façon préventive chez les patients Marfan. C'est la première étude qu'il avait montré, une ancienne étude publiée dans New England en 1994, n'est pas très solide sur le plan statistique. Elle montrait quand même une nette diminution de la vitesse de croissance des diamètres aortiques chez des patients jeunes qui avaient en moyenne 14 ans. Donc l'efficacité des bêta-bloquants est attribuée à l'effet inotrope et chronotrope négatif, c'est-à-dire de diminuer le stress hémodynamique appliqué sur une paroi de l'aorte fragilisée, ainsi qu'une amélioration des propriétés élastiques de la paroi aortique. L'étude de Magali Ladouceur a étudié des patients parisiens et toulousains plus jeunes, qui avaient moins de 12 ans, qui avaient en moyenne autour de 6 ans, et montré également le même effet de diminuer la vitesse de dilatation aortique. Il est donc aujourd'hui recommandé de débuter un traitement bêta-bloquant lors du diagnostic, après l'âge de 4 ans. En pratique, on commence souvent avec du bisoprolol, avec la dose la plus faible, 1,25 mg par jour. En cas d'intolérance aux bêta-bloquants, ce qui arrive parfois, on peut discuter d'inhibiteurs calciques, voire des ARTAN. Alors justement, les ARTAN, depuis finalement les études réalisées dans les années 2000-2005, qui ont montré le rôle de la voie du TGF-bêta dans la physiopathologie des anévrismes de l'aorte, on s'est intéressé, notamment chez l'animal, à l'effet des ARTAN sur, finalement, pour limiter ou stopper l'évolution des diamètres aortiques. Et donc, on a montré chez la souris que les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine, pour des fortes doses, permettaient de normaliser les vitesses de croissance de la racine aortique et son architecture, et montrer une amélioration significative par rapport au placebo, voire au bêta-bloquant. Donc, on s'était dit que ça pouvait peut-être être une solution à appliquer chez l'humain, chez l'adulte. Et donc, plusieurs études ont été menées en ce sens. Une de ces études, c'est l'étude française. On a participé à cette étude qui a inclus plus de 300 patients Marfan confirmés de plus de 10 ans. Il y en avait 30% qui avaient moins de 18 ans. Ils étaient, dans la majorité des cas, il y avait une mutation FBN1 confirmée. 84% avaient un traitement bêta-bloquant. Et donc, on a étudié les patients placebo, c'est-à-dire habituellement traités par bêta-bloquant ou rien, versus les patients traités par Zartan en plus de leur traitement habituel, c'est-à-dire bêta-bloquant ou rien. Et donc, dans cette étude, on ne montre aucun bénéfice des ARTAN ajoutés au bêta-bloquant, que ce soit en évolution des diamètres aortiques, du Z-score, ou en millimètres d'évolution des diamètres, ou que ce soit en termes d'événements cardiovasculaires. Bon, cette étude était négative et ne permettait pas de conclure un bénéfice quelconque des ARTAN rajoutés à un traitement bêta-bloquant. Dans la même période, donc c'était en 2014, une étude américaine a également étudié des patients qui étaient des patients plus jeunes,
plus de 600 patients, moyenne d'âge de 11 ans, de 6 mois à 25 ans, qui avaient des critères d'Egan, et eux qui avaient une dilatation aortique significative, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà une aorte franchement dilatée, avec un Z-score supérieur à plus 3, et un Z-score moyen même qui était à plus de 4. Et cette étude n'a pas montré de différence significative entre la population traitée par Zartan et celle traitée par athénolol. Bon, cette étude n'avait pas de groupe contrôle. Elle montrait quand même que plus le traitement était précoce, plus la vitesse de dilatation aortique était moindre. Mais là aussi, c'est une étude négative pour conclure à l'intérêt des Zartans par rapport au traitement bêta-bloquant. Et puis finalement, cette année, cette dernière étude a de nouveau finalement mis les Zartans à l'ordre du jour. Bon, publié dans le Lancet, journal de référence, même si bon, récemment, on a vu que parfois, il y avait voilà, des discussions sur la fiabilité de certaines analyses, mais on ne parle pas de la même pathologie. Et en tout cas, l'ibersartan, qui est un inhibiteur sélectif des récepteurs de l'angiotensin 2, libération prolongée, a été étudié dans 22 centres au Royaume-Uni, dans un essai en double aveugle, contrôlé par placebo, chez des patients avec syndrome de Marfan de 6 à 40 ans. Un peu plus de la moitié recevaient un traitement bêta-bloquant. 192 patients ont été suivis jusqu'à 5 ans. L'ibersartan a été associé à une réduction de la vitesse de dilatation aortique chez les enfants et adultes jeunes, puisque la vitesse de dilatation aortique était de 0,53 mm par an dans le groupe traité, contre 0,74 dans le groupe non traité. Le Z-score a également été réduit dans le groupe ibersartan, même si donc, il n'y avait aucune différence significative dans la fréquence de survenue d'événements graves. Donc, cette étude relance peut-être l'intérêt des Zartans comme traitement préventif dans le syndrome de Marfan. Et aujourd'hui, il arrive régulièrement que quand on s'approche de valeurs chirurgicales, on utilise les bêta-bloquants plus les Zartans pour être certain finalement de leur efficacité. Vous avez compris que donc finalement, les bêta-bloquants, c'est essentiellement l'effet hémodynamique que l'on vise. Les Zartans, c'était un effet moléculaire, mais qui n'a pas été confirmé. Alors, est-ce que l'effet constaté ici est lié à la régularisation ou à la normalisation de la tension artérielle? Bien entendu, chez l'adulte, on insiste pour normaliser finalement les tensions artérielles pour limiter la vitesse de dilatation aortique. Alors, on l'a vu dans un certain nombre de cas, il faut opérer, y compris des enfants avec syndrome de Marfan ou syndrome apparenté de l'aorte ascendante quand l'aorte est trop dilatée. Et donc, la prise en charge chirurgicale des anévrismes de l'aorte a fait l'objet de recommandations. L'objectif est donc de proposer une chirurgie préventive de remplacement de l'aorte ascendante lorsque le risque de complications, notamment de disque aortique, est supérieur au risque d'une chirurgie prophylactique. Les recommandations européennes ici et comme américaines recommandent chez l'adulte et l'adolescent un seuil de 50 mm comme indication de chirurgie des anévrismes de l'aorte, avec une chirurgie qui sera faite plus précocement, dès 45 mm, en cas de facteurs de risque, comme des antécédents familiaux de dissection aortique précoce, comme une croissance rapide de diamètre aortique, comme une insuffisance aortique sévère ou un désir de grossesse, hein, puisque au-dessus de 45 mm, une grossesse serait contre-indiquée, mais là, on parle de la pédiatrie plutôt. Donc, bien entendu, ces indications peuvent être modulées, mais c'est assez récent en fonction de la génétique, puisque, on l'a vu, les pathologies de la voie du TGF-bêta pourraient être plus agressives. Hein, le syndrome de l'EUS10, mutation TGF-bêta R1, R2, SMAD3, serait potentiellement plus sévère. Et donc, on a tendance à opérer plus précocement, dès 45 mm, ces patients. Mais aujourd'hui, c'est quand même encore discuté, et notamment au cas par cas dans les centres de référence, de savoir à quel moment opérer chez patients. Mais vous voyez qu'il y a des publications qui commencent à dire que, en fonction du type de mutation, on va opérer plus ou moins précocement chez ces patients.
Alors, quelles sont les indications de chirurgie? Chez l'enfant et l'adolescent, bien sûr, le prolapsus mitral, l'accus mitral symptomatique peut conduire à une indication chirurgicale, même si c'est relativement rare, en tout cas dans notre expérience, ou donc au remplacement de l'aorte ascendante quand le diamètre atteint 50 mm, voire 45 mm, donc chez l'adolescent, ou quand existent des facteurs de risque dont on a parlé, donc vitesse de croissance rapide de la racine aortique, antécédent de dissection aortique dans la famille, nécessité d'une autre chirurgie cardiaque. Par exemple, s'il faut opérer aussi la mitrale, on a tendance à opérer pour des diamètres inférieurs, ou bien sûr s'il existe une fuite aortique significative. Dans l'idéal, dans la mesure du possible, on essaie, quand la valve aortique native n'est pas pathologique ou que la fuite est modeste, de proposer des interventions qui conservent la valve aortique native, et notamment sur les interventions de type Tyrone David et Yacoub, qui consistent à remplacer la racine aortique par une prothèse en dacron et à réimplanter les artères coronaires dans un tube prothétique. Et donc, l'étude de Patel en 2011, montrait que chez des enfants qui avaient en moyenne 11 ans, avec des diamètres moyens de 42 mm, soit quand même un Z-score à plus 7, on avait des bons résultats à long terme, des techniques qui préservent la valve aortique. Donc, bien sûr, c'est toujours préférable d'utiliser ces techniques de type Tyrone David, Yacoub, qu'une intervention de Bentall, c'est-à-dire mettre une valve mécanique dont on sait qu'elle réduit l'espérance de vie chez ces jeunes, et puis elle les oblige bien sûr à des traitements anticoagulants à vie. C'est ce qu'on arrive à faire dans la majorité des cas. Alors, est-ce que le sport est dangereux dans le syndrome de Marfan? Si on regarde le registre américain de mort subite de l'athlète de moins de 40 ans, on retrouve seulement 1%, 25 décès subis liés à une dissection aortique. Mais en cas de décès subi, donc chez les jeunes athlètes, une fois sur deux, c'est un syndrome de Marfan qui est dépisté. Ceci concerne surtout des jeunes, relativement jeunes, 17 ans en moyenne, qui font des sports courants, aux États-Unis en tout cas, comme le basket, le football américain, le baseball. Et 2/3 des cas de dissection aortique surviennent durant le sport. Donc, ça existe, et donc il y a eu des athlètes, y compris connus, des basketteurs ou c'est du football américain, qui sont décédés avec un syndrome de Marfan, de dissection aortique. Et notamment, on sait très bien que des patients avec des grandes tailles, hein, on trouve un certain nombre de patients avec syndrome de Marfan. Et donc, il y a eu un certain nombre de recommandations des sociétés savantes européennes, américaines, des associations, la Fondation Marfan, qui sont un tout petit peu différentes. Et donc, pour résumer, je vous ai mis les recommandations qu'on a indiquées dans le protocole national de soins de la HAS en 2018, qui sont de considérer que le sport, dans certaines conditions, peut favoriser la dilatation aortique et la dissection. Et donc, il peut aussi favoriser d'ailleurs la luxation du cristallin par les chocs et l'accélération-décélération brutale. Et donc, les recommandations sont de faire du sport sans esprit de compétition, de limiter les arrêts brutaux, les chocs avec les autres joueurs, de se limiter à 50% de la capacité maximale et d'éviter les sports à forte composante isométrique, bien sûr de type musculation, de type haltérophilie. Vous voyez la liste qui est donnée de ces sports. Chez l'enfant, un certain nombre de sports sont quand même autorisés, bien sûr, en dilettante, sans compétition. Bon, mais vous voyez quand même que le basket est indiqué dans les sports contre-indiqués, hein, parce qu'à risque de contact, de décélération, d'arrêt et de reprise brutale, bien sûr, la plongée sous-marine, le rugby, bien sûr, chez nous, c'est quand même un point limitant, même si aujourd'hui, on recommande quand même
d'avoir une activité physique et sportive, même quand on a une maladie chronique, que ce soit cardiopathie congénitale ou syndrome de Marfan, il y a quand même un certain nombre de limitations à connaître. En conclusion, ce qu'on pourrait dire, notamment chez l'enfant, c'est que le syndrome de Marfan reste sous-diagnostiqué. Le lundi, là, aujourd'hui, c'est le jour où on voit nos patients du centre de référence, on en voit une dizaine par semaine, et on a très régulièrement, plusieurs fois par mois, de nouvelles familles, de nouveaux enfants chez qui on dépiste un syndrome de Marfan, principalement grâce au dépistage familial. La prise en charge cardiovasculaire se fait dès l'âge de 4-5 ans, c'est-à-dire c'est le début de la surveillance annuelle cardiovasculaire. C'est le début aussi du traitement bêta-bloquant, qui est donc prescrit précocement. La place des ARTAN, on l'a vu, reste encore à définir. Il faut adapter les activités physiques et sportives, même si on est en train de faire une étude pour montrer l'intérêt de l'activité physique et sportive pour limiter la fatigabilité de ces patients. C'est souvent des patients qui se plaignent beaucoup de fatigue chronique et sans doute la qualité de vie. On a déjà montré que la VO2 gagnait 10 à 20% minimum chez ces patients quand on faisait de la réhabilitation. Et donc, on navigue un petit peu entre limiter certains types de sports et quand même leur permettre à ces patients d'avoir une qualité de vie satisfaisante en faisant du sport. Voilà, j'ai fini pour mon diaporama. Il peut y avoir la place à quelques questions. Alors, peut-être je vais arrêter mon diaporama pour voir s'il y a des questions écrites. Pour l'instant, converser, je ne vois rien. Mais si vous avez des questions, vous pouvez les mettre. Donc là, je regarde, il n'y a pas de questions pour le moment, a priori. Non, je n'en vois pas, oui. Donc n'hésitez pas. Donc il y a une question, je ne sais pas si tu la vois, existe. Oui, je la vois. Voilà, Ouais. Non, en fait, on utilise chez l'enfant, finalement, comme chez l'adulte, les diamètres aortiques, mais donc 45 ou 50 mm, mais pas tellement les Z-scores. On ne sait pas les utiliser. Vous voyez que dans la série de PTL, d'enfants, de jeunes opérés de l'aorte, le Z-score était quand même à plus 7, des aortes très dilatées, mais on ne sait pas dire à quel niveau à quel niveau de Z-score il faut opérer, donc on se base toujours sur les diamètres. Parce que les études finalement qui ont validé ces diamètres ont cherché à montrer que c'est vraiment dès 50 mm que on a un risque de dissection aortique qui est nettement supérieur au risque de la chirurgie prophylactique, c'est-à-dire de remplacement de l'aorte ascendante, qui est peut-être quand même 1 à 2% de risque, mais le risque de dissection est nettement supérieur au-dessus de 50 mm, et bien sûr surtout au-dessus de 55 ou 60. Raison pour laquelle on utilise ces valeurs, mais par contre, ces études n'ont pas été faites avec les Z-scores. Donc, il y a une autre question. Doit-on réopérer Oui. les enfants qui ont bénéficié d'un remplacement de l'aorte ascendante dans l'enfance? Problème de croissance. Oui. Alors, souvent, quand même, on arrive à opérer les enfants avec des tubes, des diamètres de tubes qui sont… parce qu'en fait, les enfants Marfan, même s'ils sont jeunes, ont des diamètres de la racine aortique qui sont déjà au-dessus de 22-23. C'est-à-dire le Z-score de l'anneau aortique est supérieur à la population générale. Donc finalement, on arrive le plus souvent à leur mettre des tubes adultes, c'est-à-dire qui peuvent être gardés toute la vie, potentiellement. Alors, il n'y a pas les bêta-bloquants, en pratique, l'étude, on l'a vu Princeps, là, c'était le propanolol.
Il n'y a pas eu tellement d'études pour valider tel ou tel bêta-bloquant, mais la majorité des gens, on l'a observé et donc les études sont souvent faites là-dessus, ont utilisé soit l'athénolol, notamment chez l'adulte, mais chez l'enfant et chez le jeune, on utilise le plus souvent le cardanciel. Et nos études, les études au niveau national, on s'est aperçu que plus de 80% des patients avaient du carvedilol, enfin du cardanciel. Les artans, non, ça n'a pas été démontré que ça avait un intérêt de débuter précocement les artans. Voilà. Si on ne peut pas mettre des bêta-bloquants, s'il y a une contre-indication à mettre des bêta-bloquants, on peut utiliser les artans, et y compris précocement. On utilise le COSAR. COSAR, c'est 50 mg à moins de 50 kg et au-dessus de 50 kg. Voilà. Donc, l'enquête familiale, elle va elle peut aller très loin, parce qu'on dépiste parfois des grandes familles. Ça commence par les parents, mais s'il y a un des parents qui est atteint, on va aller chez les frères et sœurs, chez les oncles. Non, ça peut déboucher sur des grosses familles. On a des familles, nous, de plusieurs dizaines de personnes chez qui on a dépisté un syndrome de Marfan. Donc, il faut être très, très exhaustif parce qu'on a une très forte variabilité et on a des patients qui ne sont pas très syndromiques, qui n'ont pas tellement de signes squelettiques et qui, par contre, peuvent avoir une dilatation aortique significative. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Ben, je pense que c'est bon. Je pense que tu as répondu à tout. Là, je vois toutes les questions. Ouais, ouais. Bon, ben, parfait. Les IEC, oui, on peut les utiliser. Enfin, normalement, en fait, les recommandations, c'était d'utiliser plutôt les IEC que les artans si les bêta-bloquants ne sont pas tolérés. Alors, quand on dit tolérés pour les bêta-bloquants, c'est vraiment des patients qui font des formes sévères d'asthme qui nécessitent une hospitalisation. Un patient qui fait quelques crises d'asthme comme ça, par-ci, par-là, il n'est pas nécessairement contre-indiqué. Voilà. Bon, parfait. Merci, Yves. Merci, bon courage à tous. Et puis,